Bienvenue dans un nouvel épisode de La vie en Rosanne. Aujourd'hui, on va parler de wokisme. Alors, le wokisme, tout le monde le sait, c'est un mouvement socio-culturel, mais pas que, qui a englouti, envahi notre société, qui vient des États-Unis a priori. Et pour parler du wokisme aujourd'hui, je reçois Gérald Dautier. Bonjour Gérald. Bonjour Béatrice, merci pour votre invitation. Avec plaisir. Alors vous êtes essayiste, vous êtes dirigeant d'une société dans le domaine de la finance C'est ça. et vous avez écrit un nouveau livre qui sort aux éditions Omerta et qui s'appelle Stop au capitalisme woke. Alors on a la chance d'en avoir deux exemplaires sur le plateau, un qui est en présentation et un ici. Voilà. Alors tout d'abord, quand on parle de wokisme, on en parle tout le temps, c'est dans tous les médias. Et en fait, on se rend compte quand on parle aux gens que peu de gens savent vraiment ce qu'est le wokisme, ce qu'est être woke. Parce qu'en fait, woke en anglais, ça veut dire éveillé. Éveillé à quoi? Aux questions de justice sociale. Mais en fait, le terme, donc a priori, c'est quelque chose d'assez positif. Parce que qui serait contre une justice sociale et une équité dans la société et une société plus juste? Mais en fait, on voit que le terme a évolué et donc je serais curieuse d'avoir votre définition et votre vision du Alors, wokisme. oui, merci pour cette introduction. C'est tout à fait le cas, effectivement. Quand je discute avec des personnes qui se disent soit anti-woke, soit woke, et surtout les personnes qui se disent woke, je m'aperçois assez souvent que ces personnes-là ne connaissent pas la définition, ne comprennent pas ce que woke veut dire. Pour certains, être woke, c'est être antiraciste. Pour d'autres, woke, c'est être, je ne sais pas, quand on est par Féministe exemple… Féministe, voilà. Le wokisme, ce n'est pas tout à fait ça. Il y a des ramifications idéologiques peut-être beaucoup plus profondes simplement qu'un mouvement de rejet. Donc qu'est-ce que c'est que le wokisme? Le wokisme, c'est un mouvement, comme vous l'avez très bien dit, un mouvement de prise de conscience. On prend conscience, on est awoken, woke en anglais, un mouvement de prise de conscience à l'égard des inégalités. Des inégalités liées à quoi? Des inégalités liées à la race, des inégalités liées au sexe et des inégalités liées à l'identité sexuelle, c'est-à-dire à l'orientation sexuelle. Les woke sont conscients de ces inégalités et ils sont frustrés de ces inégalités. Et ils ont une solution, c'est ce qu'ils appellent la justice sociale. Ils accusent deux responsables, d'un côté un groupe dominant, et de l'autre, la société dans son ensemble qui est par nature oppressive. Alors ce groupe dominant, quel est-il? Eh bien ce sont les hommes qui dominent les femmes, ce sont les blancs qui dominent les personnes de couleur, et ce sont les hétérosexuels qui dominent les homosexuels ou les membres de la communauté LGBT. Donc c'est systémique, c'est une vision de système global en fait. Ça s'attaque à la justice sociale, mais du système. C'est exactement ça, la société est oppressive dans son ensemble, la société aurait quelque part internalisé dans toutes ses strates ces inégalités, ce avec quoi je suis en complet désaccord, on va y revenir évidemment. Et donc l'homme blanc, a fortiori de plus de 50 ans, il bénéficie d'un privilège. Okay, le privilège blanc, on appelle ça le privilège blanc. Et qui dit privilège, nous ça résonne bien avec nous les Français, privilège, il faut abolir les privilèges évidemment. Pourquoi est-ce que les blancs auraient un privilège et les autres n'en auraient pas? Et leur solution, ils appellent ça la justice sociale. Donc la justice sociale, c'est le fait de se dire, et pour faire un petit point théorique, ça nous vient d'un philosophe des années 70 qu'on a un petit peu oublié, qui s'appelle John Rawls, qui a développé la théorie de la justice. Et John Rawls, qui est un philosophe de gauche, développe l'idée selon laquelle toute inégalité imméritée mérite réparation. Donc ça, c'est la base de la justice sociale. Et la justice sociale, ça s'oppose à la justice, en fait. C'est un concept qui est très contestable. Pourquoi? La justice, on va l'appeler justice traditionnelle. L'équité, en fait. Oui, la justice, c'est se dire, on va tous être jugés selon les mêmes règles, selon les mêmes standards. Et on verra bien le résultat à la fin. La justice sociale, c'est pas ça. C'est de se dire, il y a un groupe qui réussit mieux qu'un autre, pour quelque raison que ce soit, on en reviendra après sur les raisons, donc on va punir ce groupe. On veut une égalité de résultats. Prenons peut-être l'analogie du match de boxe. Qu'est-ce que ce serait la justice traditionnelle dans un match de boxe? Vous allez combattre contre quelqu'un, il y a les mêmes règles, et puis on regarde, vous avez les mêmes gants, il n'y en a pas un qui met des plombs dans ses gants, et on voit qui est le gagnant.
peu importe que ce soit toujours le même type de gagnant. Dans la justice sociale, on va se dire, ouh là là, ce groupe-là, il gagne tout le temps, il y a donc matière à essayer de corriger cela. Donc voilà ce que c'est la justice sociale. Et évidemment, on est dans une société aujourd'hui particulière, parce qu'évidemment, il y a les réseaux sociaux, mais on se complaît toujours à se faire passer pour une victime. Et ça, évidemment, les woke vont quelque part utiliser ce mouvement-là. Donc là, de ce que vous dites, je retiens deux choses. C'est qu'il y a une essentialisation de la personne qui finalement, ce n'est plus un individu, c'est un membre d'un collectif. Et il y a la victimisation et donc la culpabilisation en creux. Donc il y a ces deux ressorts particuliers au wokisme. Et comment vous expliquez que cette notion finalement soit aussi floue? Parce qu'on a commencé là-dessus, que les gens ne savent pas exactement ce qu'est le wokisme, alors qu'on en parle tout le temps, que les médias en parlent tout le temps, et finalement personne ne sait exactement le définir, à part vous, parce que vous êtes penché sur la question. Mais pourquoi c'est si flou? Et dans la continuité de cette question, pourquoi est-ce que ça touche uniquement les sociétés occidentales et pas d'autres types parce que c'est intéressant, parce qu'on parle du wokisme comme si c'était quelque chose de global, mais en fait, pas du tout. C'est vraiment sur l'Occident. Oui, alors, et on reviendra aussi effectivement sur le fait que certains pays rejettent évidemment le wokisme. Moi, je ne pense pas que le concept de wokisme soit particulièrement flou. Je pense qu'il est assez complexe et que s'agrègent énormément de personnes qui veulent en profiter ou qui, peut-être pour leur bien, ou qui profitent de critiquer le wokisme pour peut-être critiquer autre chose, parce que ça leur permet de critiquer peut-être la race de quelqu'un ou le sexe de quelqu'un en utilisant le wokisme, et de l'autre, certaines personnes souhaitent en bénéficier. Donc je pense que ce n'est pas forcément le concept qui est flou, je pense que c'est l'utilisation qui en est faite par soit ceux qui sont accusés d'être woke ou ceux qui sont anti-woke. Il y a une Il y a une instrumentalisation instrumentalisation, du concept. Et justement, je posais la question, pourquoi en Occident? Parce qu'on a l'impression quand même que c'est là où il y a le plus de justice sociale quand même, finalement, quand on compare avec d'autres pays qui ne sont pas occidentaux. Ça paraît paradoxal que par exemple en France, il y a une redistribution qui est énorme. On n'a jamais eu vraiment on n'est même pas comme les États-Unis avec des problèmes raciaux à ce point-là, etc. Et pourquoi ça vient chez nous et pourquoi il y a tellement ce terreau chez nous, alors qu'on est quand même un pays qui est quand même assez... évidemment, on n'est pas parfait. Il y a encore du progrès à faire, mais... Alors, si on parle en particulier de la France, parce que le wokisme vient principalement des États-Unis, la France est un terrain fertile pour le wokisme. Pourquoi? Parce que quand on essaie de regarder les aspects un peu notables du wokisme, qu'est-ce qui fait que le wokisme, ce ne soit pas la même chose qu'une idéologie ou une autre idéologie, on s'aperçoit que le wokisme ressemble énormément au marxisme. Et de quelle manière? D'abord, le wokisme, tout comme les marxistes, vont faire une division de la société entre d'un côté des oppresseurs et de l'autre des opprimés. On se rappelle que le marxisme, c'était le prolétariat contre la bourgeoisie, le capitalisme. Les woke font exactement la même chose, sauf qu'eux, ils mettent d'un côté l'homme blanc et de l'autre, quelque part, les autres. Mais qui dit oppresseur dit accusation. Qui dit opprimé dit réparation. Donc on est dans la logique de l'affrontement, comme pour le marxisme. La deuxième chose, c'est le primat de la responsabilité collective. Encore une fois, c'est exactement la même chose qu'on retrouve chez les marxistes, le primat de la responsabilité collective, mais c'est en rupture complète avec notre héritage à nous, qui est l'héritage de la philosophie des Lumières, qui est l'héritage de la responsabilité individuelle. Que disent les woke? Ils disent, vous les Blancs, par exemple, vous êtes collectivement responsables d'un racisme systémique. Mais il y a certainement, et évidemment, il y a des Blancs qui peuvent se rendre coupables de racisme, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et puis même il y a une responsabilisation, une culpabilisation pour des faits qui sont même d'autres générations et qui sont même terminés. Exactement. Et donc dans un espace qui ne sont plus dans le même espace temporel que nos contemporains. Donc c'est même, ça paraît fou de rendre responsables des gens, des générations après pour quelque chose qu'ils n'ont pas ni vécu, ni connu, ni décidé. Mais vous savez pourquoi? Tout simplement parce que dans certains cas, on ne peut pas justifier aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre certaines inégalités. Donc comme on les comprend pas dans le présent, on va chercher une cause dans le passé.
Et on se dit, bah, dans le passé, comme ça, personne ne pourra contester cette cause. Par exemple, vous n'avez absolument aucune loi en France, aujourd'hui, en 2025, qui va discriminer les personnes en fonction de leur couleur de peau. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Mm, mm. Et vous n'avez pas de loi non plus qui va discriminer, aujourd'hui, en France, en 2025, les hommes par rapport aux femmes. Heureusement, et tant mieux, et Et on devrait heureusement et s'en tant mieux. réjouir. C'est pour ça que Voilà. je me pose la question. Par exemple, je vais vous prendre un exemple. Moi, j'ai longtemps travaillé, je travaille encore dans le milieu du cinéma. Aux États-Unis, maintenant, il y a des critères woke, même pour les cérémonies de prix, comme les Oscars, etc., seront éligibles uniquement des films qui appliquent des critères qui peuvent être apparentés au wokisme. Mais la question ne se poserait même pas pour le cinéma coréen, par exemple, qui a le vent en poupe, qui est formidable, etc. Personne ne pose la question ou n'impose des critères de diversité dans un film coréen. Enfin, ça se voit, Mais regarder oui, un film coréen. Donc, je ne comprends pas pourquoi ça n'est appliqué qu'à nous-mêmes. En fait, il y a une espèce d'autoflagellation. exactement. C'est de la culpabilisation, en fait. À partir du moment où on constate que des groupes ont des résultats différents, et qu'on n'arrive pas forcément à les expliquer ou à le comprendre. Et il y a énormément d'explications ou de raisons plus ou moins valables. Encore une fois, il y a des gens qui font des travaux là-dessus, qui essaient de comprendre. Comme on ne comprend pas, on se dit, bah, on doit être coupable au fond. Ça doit être de notre faute. Si un groupe réussit moins qu'un autre, par exemple, vous savez, on en parle souvent, aux États-Unis, vous aviez dans certaines écoles les Noirs, parce qu'évidemment aux États-Unis, on classe toutes les personnes, il faut le dire, parce que ce n'est pas tout à fait le cas en France, en fonction de, systématiquement, vous devez cocher une case en fonction Oui, de même votre à race. l'aéroport, quand vous Voilà. remplissez les choses. Et donc, les Noirs ont plus de difficultés en mathématiques. Donc, il y avait certains professeurs qui avaient vu ça. Et donc, la réponse des professeurs d'université, c'est de dire, ben non, non, ce n'est pas ce groupe qui a des difficultés, pour quelques raisons qui pourraient être culturelles, sociologiques, économiques, ou quelles qu'elles soient. On ne rentre pas là-dedans tout de suite. On se dit, non, non, ce sont les mathématiques qui sont racistes. Et chez les woke, il y a cette volonté de remettre en cause certains des fondements même de notre société. Quand on disait que, quand vous disiez à l'instant, que dans certains films, on cherche à avoir des personnes, à récompenser des personnes en fonction de leur couleur de peau et non plus en fonction de la qualité du film, on est en train de remettre en cause l'édifice complet sur lequel repose notre société. C'est-à-dire que on est en train de mettre le doigt dans un engrenage qu'on peut appeler la décivilisation. Et puis ça tue la créativité, il faut le dire, parce que quand on a des critères au préalable, avant d'écrire une histoire, pour un scénariste, de se dire, bon, alors il faut que j'intègre tel critère, tel quota, ça tue la créativité. Mais je dois dire, c'est ce que je vous disais hors antenne tout à l'heure, c'est qu'il y avait des vrais problèmes, en tout cas aux États-Unis. Et il faut rappeler aux gens quand même que les États-Unis n'ont pas la même histoire culturelle et par rapport aux problèmes raciaux, etc., que la France, par exemple. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, il y avait des problèmes. Par exemple, je donne cet exemple, il faut être juste, il faut quand même comprendre qu'il y avait des problèmes à régler. Et moi, je pense qu'ils sont allés trop loin, mais il y avait des problèmes à régler quand un acteur, à CV égal, pour une histoire de couleur de peau, n'est pas payé la même chose qu'un collègue blanc, par exemple, c'est problématique. Et il fallait évidemment adresser ce problème. Ce n'est pas juste. Et moi, je ne voulais absolument pas valider ce système-là. Mais en fait, ils ont fait un grand écart. On est passé de ça à voilà, c'est ce mouvement woke qui paraît complètement exagéré et même destructeur. On va en parler. Le seul point que je ferai là-dessus, alors il y a toujours énormément de cas particuliers, et moi j'essaie de regarder de manière générale, en fait, de faire une description d'ensemble des choses. Le seul point sur lequel j'aimerais peut-être insister, c'est que le contraire d'une inégalité injuste, c'est pas l'égalité, c'est une inégalité juste. Et qu'il y ait des inégalités entre les groupes, j'ai envie de vous dire quelque part, parfois on a peut-être envie de les corriger, mais parfois ce sont des inégalités qui existent pour des bonnes raisons. C'est pas forcément... Vous avez un exemple ? Je vais vous prendre des exemples, peut-être dans le sport, ou peut-être d'autres types d'exemples. Mais par exemple dans le sport, et aux États-Unis encore une fois. Alors, dans le livre, je prends beaucoup des exemples aux États-Unis pour une raison qui est très simple, c'est qu'aux États-Unis, il existe, ce qu'on en parlait à l'instant, le recensement. C'est-à-dire qu'on peut faire des statistiques ethniques, ce qui est interdit en France depuis 1978. Donc en France, c'est très difficile de savoir si on est sur un phénomène
résiduel ou un phénomène d'ampleur. Mais vous avez par exemple dans le basketball une surreprésentation des Noirs américains. Vous avez dans le baseball une surreprésentation des Latinos. Vous avez dans le hockey sur glace, par exemple, il faut savoir que dans la NHL, vous avez plus de joueurs qui viennent de Suède que de joueurs qui sont nés en Californie. Donc vous avez des spécificités locales. Aux États-Unis, il y a quelque chose de très intéressant pour reprendre, parler un petit peu peut-être de la question du racisme. J'ai un peu étudié les raisons pour lesquelles on nous disait qu'il y avait un racisme systémique aux États-Unis. Et l'une des principales raisons qu'on nous donne, on fait un comparatif sur les revenus entre les Blancs et les Noirs, et sur l'accès au travail. Et on nous dit, et c'est vrai, et là c'est l'inégalité dont vous parliez quelque part un instant, on nous dit le revenu moyen des Blancs est supérieur au revenu moyen des Noirs. On nous dit les Blancs sont recrutés avant les Noirs. On nous dit les Blancs sont licenciés après les Noirs. Et on nous dit dernièrement que les Blancs ont un meilleur accès au crédit que les Noirs. Et tous ces articles qu'on trouve dans les journaux, qui sont généralement des journaux woke ou des journaux qui partagent cette vision-là, arrivent à la conclusion, c'est simple l'explication, c'est parce qu'il y a du racisme aux États-Unis, c'est parce qu'il y a du racisme, c'est un racisme systémique. Voilà la preuve. Sauf que, on va creuser. Et on nous dit qu'il y a un racisme systémique parce que c'est les Blancs qui ont le pouvoir. Sauf que si on ajoute dans l'équation les Asiatiques, on s'aperçoit que les Asiatiques ont des revenus plus hauts que les Blancs, que les Asiatiques sont recrutés avant les Blancs, que les Asiatiques sont licenciés après les Blancs et que les Asiatiques ont des meilleures conditions d'accès au crédit que les Blancs. Donc ce n'est pas une question de racisme systémique, ça ne tient pas la route. Je veux juste revenir sur le côté crédit bancaire. C'est vrai que ça faisait partie des lois américaines qui étaient totalement injustes, qui étaient issues de l'histoire américaine. Et c'est vrai que il y avait une injustice sur l'accès au crédit bancaire qui a aussi généré ces ghettos. Des ghettos noirs, des ghettos blancs, comme il y avait un manque d'équité sur l'accès au crédit, forcément, pour devenir propriétaire, on n'avait pas les mêmes chances. Enfin, on ne va pas rentrer là-dedans parce que c'est vraiment pointu comme sujet, mais c'est vrai que ça existait aussi, et c'est en ça que la France n'est pas les États-Unis. La France n'est pas du tout les États-Unis. Souvent, on applique des concepts qui sont pas justifiés peut-être à 100% aux États-Unis, mais qui ont une origine compréhensible, on les adapte et on les plaque sur la France, et en fait ça n'a aucun sens parce que parce qu'aux États-Unis il a existé un racisme systémique. Exactement. Il y avait les lois Jim Crow, c'est-à-dire qu'il existait des lois de ségrégation raciale. Je ne voulais pas rentrer dans tout ça, mais c'est juste pour fermer la parenthèse. Alors qu'au même moment, et c'est important de le dire, en France, on avait comme président du Sénat Gaston Monnerville, qui était noir. Président du Sénat, c'est-à-dire deuxième personnage de l'État. Donc la France et les États-Unis, c'est deux histoires complètement différentes, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Et donc, pour revenir à votre livre, pourquoi vous vous êtes intéressé au capitalisme woke? Est-ce que vous pouvez définir qu'est-ce que le capitalisme, le wokisme appliqué à l'entreprise, au capitalisme? Alors oui, pourquoi je me suis intéressé? Parce que, voilà, comme vous l'avez dit dans l'introduction, je travaille dans la finance et j'y suis assez souvent confronté à ces entreprises qui, donc on va définir en même temps les entreprises woke qui adoptent le corpus de valeurs woke. Elles ne le font pas assez rarement ouvertement. Elles vont le faire par l'application des critères DEI, diversité, équité et inclusion. Et elles vont le faire comment? Soit dans leur stratégie commerciale, c'est-à-dire qu'elles vont proposer sur le marché, dans les rayons des supermarchés par exemple, des produits spécifiquement pour certaines communautés. Soit elles vont le faire dans leur politique de communication, donc vous allez voir des publicités qui sont woke, soit elles vont le faire dans leur recrutement, c'est-à-dire qu'elles vont exclure certaines personnes qui ne partagent pas la vision woke, c'est comme ça qu'on fait, ou soit elles vont le faire dans leur formation, la formation des employés, c'est-à-dire les employés sont dans l'entreprise et on va mettre en place tout un tas de formations, de séminaires, de conférences à destination des employés. En France, on s'appuie sur la loi du 27 janvier 2017 de l'obligation des entreprises aux formations non discrimination et évidemment s'engouffre là-dedans. Vous avez tout un marché, toutes ces sociétés qui vont vous proposer des formations pro-woke, soit culpabiliser les blancs, soit vous dire que avoir des enfants, que la transition de genre chez les mineurs c'est merveilleux,
ou soit vous dire qu'il faut petit à petit convertir l'entreprise à l'écriture inclusive. Donc c'est même un nouveau marché parce que tous ces formateurs, il faut les payer. Donc c'est une forme de taxe pour les entreprises qui sont obligées d'avoir recours à ces formateurs pour... Exactement, ouais. et c'est la raison pour laquelle vous avez tous ces formateurs qui vont toujours insister sur l'existence d'un problème de discrimination, un problème continuellement non résolu qui demande d'autant plus de formation et qu'il va falloir encore plus payer. Et il y a ces fonds d'investissement qui privilégient, donc c'est en train de se généraliser par cette pratique, des fonds d'investissement qui privilégient, alors le terme c'est un investissement socialement responsable, c'est Oui, c'est toujours ça. des termes incroyables, avec les critères ESG, donc il y a toujours des acronymes, et donc c'est quoi ces critères ESG qui sont par lesquels les fonds d'investissement vont choisir d'investir dans telle ou telle entreprise? Voilà. Alors c'est exactement ça. Il faut peut-être rappeler au départ que dans une entreprise, celui qui décide, c'est l'actionnaire. Dans les grandes entreprises, on parle des grandes entreprises qui sont cotées sur les marchés financiers, ce sont les actionnaires. Et pour la plupart des grandes entreprises, on va prendre Facebook, Amazon ou Apple, toutes les grandes entreprises, ceux qui contrôlent aujourd'hui l'actionnariat jusqu'à hauteur de 60 voire 80%, ce sont les fonds d'investissement. Alors les fonds d'investissement, on en parle souvent, on connaît toujours le même nom, c'est toujours BlackRock qui Ouais. ressort. Il y en a d'autres, il y a Vanguard, il y a State Street, il y en a énormément. Et ce sont ces fonds-là qui vont faire un chantage aux entreprises. Les entreprises, on en reparlera peut-être après, auront quelques avantages à appliquer les préceptes du wokisme, mais elles leur font un chantage en leur disant voilà, si vous n'appliquez pas les critères ESG pour environnementaux, sociaux et de gouvernance, on retire les financements. Et dans le gouvernance, dans le petit G de ESG, gouvernance, vous allez trouver les fameux critères DEI, diversité, équité et inclusion. Inclusivité. Exactement. Et on appelle ces fonds qui investissent spécifiquement dans les entreprises qui respectent les critères ESG des fonds ISR, donc l'investissement socialement responsable. Alors, si vous me permettez un petit historique, le premier fonds ISR, on considère qu'il a été créé en 1929 par quelqu'un qui s'appelle Philippe Carrette. C'était un ami de Warren Buffett. Il est mort il y a une centaine d'années, il y a une petite quinzaine d'années. Et pourquoi est-ce qu'il avait créé ce fonds aux États-Unis qu'on considère le premier fonds ISR, parce que c'était l'époque de la prohibition qui a été établie par le 18e amendement en 1919, abrogé en 1933. Et donc, naturellement, il a conservé cette stratégie d'investissement de se dire on n'investit pas dans les entreprises soit qui produisent, soit qui commercialisent de l'alcool. En 1970, vous avez d'autres fonds qui se créent et vous avez une sorte de discussion dans les milieux un peu académiques, savoir est-ce que c'est bien d'investir pas que sur des critères financiers, mais aussi sur des critères sociaux. Éthique aussi. Éthique, alors on n'est pas encore sur l'éthique, D'accord. à l'époque on est d'abord sociaux et après on va être sur aux États-Unis dans les années 60-70, c'est les mouvements des droits civils. Donc les critères éthiques viendront encore plus tard et après environnementaux. Et donc là, vous avez vraiment une division un petit peu entre deux camps. D'un côté, Milton Friedman, vous savez, prix Nobel d'économie, qui vous dit non, la responsabilité d'une entreprise, c'est pas ça, c'est de maximiser la valeur pour l'actionnaire, en d'autres termes, de faire du profit. Mhm. Et il est soutenu par d'autres prix Nobel comme Harry Markowitz. Alors, ça vous dit peut-être rien, mais Harry Markowitz, c'est le père de la diversification. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, quand vous allez voir un conseiller bancaire, vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. C'est grâce à lui, il a démontré. Et de l'autre côté, vous avez un jeune professeur à l'époque de l'Université de Genève qui écrit un petit opuscule qui s'appelle « Le management moderne d'entreprise dans l'ingénierie mécanique ». Et il dit non. Maximiser la valeur pour l'actionnaire, c'est une mauvaise idée. Il faut s'occuper évidemment des actionnaires, mais surtout des employés, des fournisseurs, des clients et de la société. Et il appelle ça le capitalisme des parties prenantes qui s'oppose au capitalisme actionnarial de Milton Friedman. Et ce jeune professeur, il s'appelle Klaus Schwab. Et Klaus Schwab, il crée à l'époque le Symposium européen du management et il va diffuser ses idées. Quelques années plus tard, il va réécrire exactement le même livre qu'il appelle le Manifeste de Davos. Il va promouvoir sa nouvelle éthique qu'il appelle l'éthique des affaires. Et derrière, le Symposium européen du management devient le Forum économique mondial.
Est-ce qu'il y a une sincérité, à votre avis, dans cette démarche ou est-ce que, parce qu'il y a cette notion de woke washing, on le voit, alors je vais prendre l'exemple, ils vont pas aimer, mais par exemple Libération, qui parle de trucs woke toute la journée, et puis finalement quand on voit des photos de leur équipe, de leur team qui travaille, on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de diversité. Est-ce qu'il y a cette hypocrisie ou est-ce qu'il y a vraiment chez ces fonds d'investissement et peut-être même chez Klaus Schwab, chez qui il y a peut-être aussi une mégalomanie, etc. en plus, mais est-ce qu'il y a une sincérité par rapport à cette approche? Alors, je ne vais pas sonder les Les cœurs, intentions oui, les cœurs. ni les cœurs. Je pense que Klaus Schwab, il en a fait le combat de sa vie. Il a écrit plusieurs livres sur l'éthique des affaires et il a poussé l'éthique des affaires. Pour lui, je pense qu'il s'est vu, à mon avis, c'est mon avis sur la question, il était dans sa mission, son sacerdoce de se dire je vais pousser ça toute ma vie et ça a fonctionné jusqu'à une certaine manière. Au sujet des entreprises, vous avez des entreprises effectivement qui, je pense, sont sincères. Vous avez des employés qui sont sincères et qui pensent véritablement que la solution pour essayer de corriger les inégalités, c'est la justice sociale, c'est-à-dire de punir l'homme blanc. Okay. Je pense que vous avez véritablement des employés sincères. Vous avez des hommes politiques qui, eux, sont plutôt du côté de la manipulation et qui se disent, c'est le fameux rapport Terra Nova, qui se disent on va utiliser maintenant les thèmes woke, on va s'adresser à d'autres minorités, on va arrêter d'essayer de régler le problème des classes populaires, on va essayer de trouver à d'autres minorités pour trouver une majorité électorale. Et ça, à mon avis, ce sont plutôt des considérations électoralistes. Et dans les entreprises, vous avez aussi des dirigeants qui n'ont pas le choix. Parce que vous avez des dirigeants qui sont conscients des problématiques woke et des problématiques que ça peut causer dans l'entreprise, mais qui se disent si je me mets à parler, qu'est-ce qui va arriver? Je vais devoir... Une espèce de terrorisme intellectuel par rapport à ça. Et est-ce qu'il n'y a pas un cynisme aussi chez certains? Parce que c'est une façon, vous parliez de cynisme électoraliste, mais c'est aussi une façon d'instrumentaliser ces sujets pour ouvrir des nouveaux marchés financiers énormes comme, je dirais, le marché des éoliennes. On voit que maintenant, c'est un petit peu compliqué. Le marché, peut-être promouvoir un mouvement, alors je parle au conditionnel parce que c'est une hypothèse que je dis, promouvoir le mouvement transgenre pour ouvrir ce marché-là parce que c'est en termes financiers, c'est énorme parce que ça veut dire des médicaments à vie, des traitements à vie, des cliniques et ça représente un marché de milliards et de milliards de dollars. Il y a eu des études là-dessus aux États-Unis, ils ont chiffré le marché et qui est en pleine explosion puisque c'est un sujet entre guillemets à la mode et qui est en expansion. Est-ce qu'il n'y a pas un cynisme aussi de la part des dirigeants et des fonds pour ouvrir de nouveaux marchés Alors, des fonds, je ne sais pas. Parce qu'en fait, globalement, sur les 5-10 dernières années, on a compris que les fonds ESG, ça ne marchait pas. C'est-à-dire que même l'ancien patron des fonds ESG chez BlackRock a reconnu que les critères ESG, ce n'était pas ça. Elon Musk a dit officiellement que c'était une arnaque, il l'a tweeté. Donc je pense que du côté des fonds, il y a plutôt ce mouvement de suivisme. Maintenant, vous avez tout à fait raison. Dès qu'il y a des changements majeurs, mineurs dans la société, vous avez toujours un groupe d'opportunistes qui va arriver pour essayer de vous vendre quelque chose par rapport à ça. Et ça peut être effectivement des laboratoires pharmaceutiques qui veulent vendre quelque chose à un marché particulier, ou je ne sais pas, je ne vais pas les accuser particulièrement, mais les sociétés d'installation de toilettes qui se disent oui, s'il faut créer des toilettes pour les transgenres partout, on a un marché énorme qui s'ouvre. C'est certain qu'il peut y avoir des conflits d'intérêts aussi entre les décideurs qui poussent ces idéologies et justement des... Évidemment, il y en a toujours. Mais la question, c'est de savoir est-ce que c'est encore une fois un mouvement d'ampleur ou un mouvement résiduel de côté. Je n'ai pas les preuves aujourd'hui pour vous dire que oui, c'est le cas. Par contre, évidemment, à chaque fois que vous avez toujours des cyniques, des opportunistes qui essayent de s'en mettre plein les poches. Ça, c'est certain. Il y a une facette intéressante dans l'idéologie woke et où on voit que c'est quand même une idéologie qui est très puissante, c'est qu'il y a une novlangue
il y a une novlangue woke, et donc on l'a vu tout à l'heure avec, c'était quoi, l'investissement socialement responsable, où il y a tout un jargon en fait qui est créé et utilisé pour transformer certains sujets en chantage moral avec un carcan qui est souvent binaire, assez basique et manichéen. Par exemple, on a donc si on n'est pas woke, on est forcément endormi, puisque c'est péjoratif d'être endormi. Ou si on n'est pas progressiste, on est donc contre le progrès, ou réactionnaire. Ou si on n'est pas inclusif, on serait contre l'inclusion. Enfin, voilà, il y a plein d'exemples comme ça. Voilà, on est soit dominant, méchant, et dominé, gentil, victime. Et donc, en fait, ça binarise la société, et ça polarise la société. Exactement. Et ça crée beaucoup de clivages et de divisions, et ça hystérise un petit peu les débats. Alors, on revient un petit peu à ce qu'on disait, hein. La caractéristique majeure, c'est la création d'une société de l'affrontement, hein, entre les oppresseurs et les opprimés. Et comme vous le dites très bien, effectivement, il y a cette volonté de contrôler le langage. Et ça devrait à tous nous rappeler quelque chose. Encore une fois, c'est une émanation du marxisme, du totalitarisme. Contrôler le langage, qu'est-ce que c'est si ce n'est 1984, la novlangue, et le fait de faire de certains mots leur faire perdre même leur substance. Des mots comme sexiste et raciste ne veulent plus du tout dire la même chose aujourd'hui. Déjà, raciste aujourd'hui, c'est difficile à définir, que ça voulait il y a quelques années. Vous avez des nouveaux mots qui se créent, hétéronormatif, microagression. D'ailleurs, cisgenre. Ils ont en plus des mots assez laids, notamment cisgenre, très laid comme mot. Mais microagression, est-ce que vous sauriez le définir? Oui, c'est une petite réflexion qui heurte la sensibilité. C'est exactement ça, c'est un propos d'apparence banale, sans volonté de heurter, parce que c'est une microagression, mais vous heurtez des personnes qui font partie des minorités, que ce soit les femmes, les personnes de couleur ou les personnes qu'on appelle de minorités sexuelles. Donc ça, c'est une microagression, et on est évidemment là, depuis tout à l'heure aussi, tous les deux coupables certainement de microagression. Donc on passe dans une société de la sensiblerie et de la victimisation permanente. Et de l'accusation surtout. On est sur le banc des accusés. Exactement. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction totale entre le but premier du mouvement, qui était finalement pour faire une société plus ouverte, plus tolérante, avec finalement ce que c'est devenu, qui est une injonction avec tous les mécanismes totalitaires, on vient d'en parler, donc le virtue signaling, qui est aussi le signalement de vertu, qui fait partie du jargon de la novlangue woke, ça implique de la délation, parce que forcément, maintenant, dans les entreprises, tout le monde a peur des ressources humaines, parce qu'on a peur que quelqu'un nous ait... les ressources humaines, c'est là où se trouvent tous les woke, hein, dans les entreprises, il faut le dire aussi. Exactement. Et donc, la délation a une grande part, enfin, tout ce qu'il y a de plus laid, et tous les mécanismes, les quotas, la censure, la cancel culture, tout ce qu'il y a de plus laid, finalement, dans les comportements humains, ça encourage ces comportements. Oui, alors... Je ne dirais pas qu'il y a une contradiction. Moi, je pense que c'est la suite logique d'un mouvement idéologiquement initié en 1926. Et parmi les grands penseurs de ce mouvement, donc on a commencé en 1926 avec Antonio Gramsci, l'hégémonie culturelle, le fait de vouloir contrôler la culture. Et juste après, on a eu l'école de Francfort, qui est une école pluridisciplinaire, néo-marxiste, qui est une école qui cherche à avancer, dont l'objectif est de faire en sorte qu'on avance vers une société toujours plus égalitaire. Et c'est cette école-là, cette école de pensée, qui va qui va mettre sur la table la division de race. C'est-à-dire qu'on ne va plus parler de classe sociale, on va parler de race privilégiée, on va parler de sexe privilégié à partir de ce moment-là. Et parmi les membres de cette école, on va retrouver Herbert Marcuse, qui est celui qui va développer l'idée de la tolérance répressive. Qu'est-ce que c'est que la tolérance répressive? C'est tout simplement pas de tolérance pour les personnes qui ne partagent pas les idées de gauche. Donc la tolérance, selon Herbert Marcuse, ne doit s'appliquer qu'aux personnes qui partagent les idées de gauche, c'est-à-dire la vision progressiste des choses. Donc vous voyez, même dans les intentions initiales de cette école, donc c'est l'école de Francfort, si vous voulez, c'est la base idéologique des woke, on a cette volonté de ne pas respecter les opposants. On peut prendre aussi Georges Lukács. Georges Lukács, c'est un autre membre de l'école de Francfort, et il va nous dire quelque chose de très intéressant, que le marxisme resterait vrai, même s'il se révélait faux. Il
faut suivre, hein, Ouais. faut suivre. Et pour cela, il va utiliser une notion qu'on appelle la notion de polylogisme. Polylogisme, c'est l'idée que la vérité, elle n'est pas universelle, elle est positionnelle. You speak your truth. Dis-moi ta vérité. C'est en fonction de qui on est qu'on développe une vérité et qui sera reprise par la suite par les sociologues français comme Michel Foucault, le primat de la subjectivité. Ça nous vient de là. Ça nous vient de l'idée que nous, on pensait pendant longtemps qu'il y avait une structure commune à tous les êtres humains, c'est-à-dire la structure logique de la raison. On peut discuter, on peut avoir des désaccords, mais on peut arriver à la vérité. Et les marxistes, en tout cas les membres de l'école de Francfort, vont dire non, 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 non. À partir du moment où vous avez une logique différente, vous êtes membre d'un groupe différent, vous avez une logique différente. Et Marx disait exactement la même chose. Il disait les bourgeois ne peuvent pas comprendre nos théories parce qu'ils sont bourgeois. Et ça a 3 conséquences. La première, il n'y a plus de discussion. Puisque Oui, il y a des réalités superposées. Vous avez votre vérité, Ouais. moi j'ai la mienne. Vous avez aussi un mouvement de promotion des idéologies, puisqu'on n'est plus dans la discussion. Et surtout, et vous avez dû peut-être le voir ces dernières années sur les réseaux sociaux, surtout vous avez le fait de se dire que si une personne est membre de votre groupe et ne partage pas vos idées, alors ce n'est pas un libre penseur, c'est un traître à la cause. Et il faut l'excommunier. Il faut le punir. Et le rayer de la liste. Il faut le punir, c'est-à-dire que vous avez des personnes, on se dit alors soit une personne de couleur qui ne va pas partager les mantras woke, on va dire tu es un vendu, ou une femme qui va se dire vous savez la masculinité toxique, oui c'est vrai mais pas toujours, pas tous les hommes, la culture de viol c'est pas tous les hommes, on va dire non tu es vendu à la cause. Donc l'idée de base d'avoir une vérité qui appartient au groupe et qui n'appartient plus, qui n'est plus une vérité universelle qu'on va chercher, ça crée cette logique des traîtres. Et c'est aussi la raison pour laquelle, en URSS, on avait créé le goulag. C'est exactement dans cette même vague-là. C'est une logique totalitaire. La logique totalitaire. Et c'est une logique qui se base sur une tolérance à géométrie variable, avec des réalités qui se superposent. Et en fait, vous venez d'expliquer, la réflexion que je me fais toujours, c'est qu'on confond désormais tolérance et prosélytisme. C'est-à-dire qu'au nom de la tolérance, finalement, il y a des injonctions à faire avoir tel ou tel comportement ou faire telle ou telle chose. Mais finalement, vous répondez à ma question en expliquant par votre historique pourquoi c'est permis et pourquoi eux-mêmes, en fait, c'est un système qui est très, très bien pensé parce qu'il n'y a pas, une fois qu'on est dedans, c'est comme encore une fois, je parle au conditionnel, ce serait un peu comme une secte, puisqu'on ne peut plus en sortir, puisque la logique est blindée, en fait. Oui, et vous avez des cas, pour parler peut-être d'exemples concrets, alors c'était l'élection présidentielle de 2016, vous savez, la première fois où Trump s'est présenté. Vous avez un entrepreneur milliardaire qui est assez connu, qui est un investisseur très connu de la Silicon Valley, qui s'appelle Peter Thiel, qui a notamment investi dans Facebook, dans PayPal, dans Palantir, dans énormément de grandes sociétés de la tech américaine, et qui s'est déclaré pour Donald Trump au moment de cette élection. Il se trouve que Peter Thiel est homosexuel. Pardon. Et vous avez tous les journaux, à l'exception, je crois, de NBC, de mémoire, peu importe en fait, mais à l'exception d'un seul, qui ont titré ou qui ont écrit un article sur le fait que non, Peter Thiel n'est pas homosexuel. Pourquoi ? Parce qu'il ne partage pas les idées des homosexuels qui sont d'être contre Trump. Donc, si vous êtes membre d'une communauté ou d'un groupe, vous n'avez pas le droit, selon les woke, à cause de ce Donc concept. cette minorité-là, finalement, lui, il était minoritaire peut-être au sein de son groupe, mais là, ça ne marche plus, leur théorie sur les minorités d'oppression. Là, pour le coup, il n'était pas une minorité oppressée, il était un traître. Il était un traître à la cause. Donc, vous voyez, leur système fonctionne toujours. Il y a toujours... ils trouvent toujours une parade à la logique, puisqu'il n'y a plus de vérité universelle et que chacun sa vérité. Chacun sa vérité, donc il n'y a plus de vérité, donc il y a affrontement, ça ne sert à rien de discuter. Et je voulais parler d'exemples concrets, parce que là, on est un petit peu sur la théorie. On est très théorique, oui. Mais c'est important aussi de poser les bases pour bien comprendre le sujet. C'est intéressant. Moi, je trouve ça intéressant. J'espère que les gens qui nous regardent aussi vont trouver ça intéressant. Je voulais parler donc de cas concrets, comme le cas de Victoria's Secret, ou même les publicités Calvin Klein qui sont passées d'une esthétique absolument sublime à... une autre esthétique, tout le monde peut aller sur Google et voir le changement entre les pubs dans les années 90 et maintenant. Il y a aussi Bud Light
qui avait fait une publicité qui les a carrément ruinés parce qu'ils ont eu un contre-coup terrible avec une personne transgenre, il me semble. Hein. Vous me C'était corrigez. exactement ça, c'était exactement ça. Voilà, et donc d'où l'expression go woke, go broke, c'est-à-dire qu'une fois qu'on va woke, on se ruine finalement, Oui. financièrement. Donc, Alors, c'est des exemples très différents. Je vais essayer peut-être d'en commenter un ou deux. Commençons par Budweiser. Donc, l'histoire de Budweiser. Donc, Budweiser, c'est une marque de bière, je pense, quand même un peu connue en France. ouais, Oui, ouais. c'est très connu aux États-Unis. C'est l'une des principales marques de bière. Elle s'est fait notamment connaître parce qu'elle a eu l'une des campagnes publicitaires les plus symboliques des années 2000. Ça vous dit quelque chose certainement, c'est la campagne What's Up. Vous Oui, savez, voilà, ouais. exactement, voilà. Donc, mais c'était une campagne, en tout cas, très intéressante et qui a fait beaucoup parler de cette marque de bière. Et c'est une marque de bière qui s'adresse principalement, donc je parle de Budweiser, hein, pas encore de Bud Light, à des jeunes hommes américains plutôt blancs, entre 21 et 35 ans. Et Bud Light, c'est un peu la petite sœur. Elle s'adresse à des hommes encore plus jeunes, entre 21, parce que c'est L'âge limite l'âge pour pouvoir boire. minimum pour commencer à boire, jusqu'à 25 ans, mais toujours la même démographie, c'est-à-dire le même segment, qui sont plutôt des personnes qui privilégient les valeurs conviviales, la fraternité, vous savez, ce côté américain très Midwest, redneck, on est là-dedans. Et la directrice du marketing, la vice-présidente du marketing de Bud Light, un jour, enfin en 2023, au début 2023, a une idée. Elle se dit non, la marque Bud Light a besoin doit devenir plus inclusive, elle est un peu poussiéreuse, on va changer ça. Et son idée, c'est de faire intervenir un influenceur transgenre qui s'appelle Dylan Mulvaney et qui est très connu aux États-Unis. Il a plus de 10 millions de followers sur TikTok, c'est assez conséquent, et dont le fait d'arme est de documenter sa transition d'homme à femme. Donc il se sent femme aujourd'hui, il se considère femme. Et le 1er avril, la date, je ne sais pas si elle a été choisie à propos, le 1er avril 2023, il publie sur les réseaux sociaux une vidéo où il apparaît avec une canette de Bud Light à son effigie. Et voilà, et il explique pour fêter mes 365 jours de transition vers le sexe féminin, Bud Light m'a fait le plus beau cadeau qui soit, c'est-à-dire une bière à mon effigie. Et là, réaction énormissime de tous les milieux conservateurs, réaction très virulente. Vous avez un musicien comme Kid Rock qui prend sa mitraillette et qui fusille dans une vidéo un pack de canettes Budweiser. Tout le monde se met, enfin tous les Américains du Midwest arrêtent complètement de boire des Budweiser. La conséquence pour Budweiser, c'est qu'ils perdent 25% de barre de marché. C'est énormissime pour une société de cette taille-là. Hein. Il faut vraiment en avoir conscience. 25%, c'est énorme. C'est énorme. Et là, évidemment, ils sont obligés un petit peu de faire marche arrière. Et vous allez voir les spécialistes marketing, surtout dans ce secteur, qui disent on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu un changement de consommation aussi virulent et aussi rapide en si peu de temps. Ça n'est jamais arrivé. Vous n'avez jamais aucune marque où on voit le truc, ça s'arrête net. Et c'est une prise de conscience aux États-Unis. C'est de se dire que on a peut-être été trop loin. Enfin, c'est ce que les woke commencent à penser. C'est là, si on veut forcer les comportements, mais si on voit que les consommateurs ne suivent pas, il va falloir faire marche arrière. Et c'est ce que Budweiser a été peu ou prou obligé de faire. Alors d'un côté, ils ont fait un partenariat avec la MMA, pour essayer de se rabibocher avec les Américains. On sait que les conservateurs sont plutôt proches de ce sport-là. Et de l'autre, ça, ils ont un peu moins fait la publicité. Ils ont fait des donations aux associations LGBT de côté pour dire on va essayer de ménager la chèvre et le chou. Et donc, voilà. Et il y a eu après ça n'a pas été un cas unique. Il y a eu d'autres cas. Target, qui est c'est des supermarchés, on va dire. Ça serait l'équivalent de Carrefour en termes de taille, 100 000 employés. Ils avaient lancé une ligne de vêtements pour enfants, pour petits-enfants. Pour nourrissons même. Très, avec l'arc-en-ciel très LGBT. Et ça a créé aussi un tollé. Et ils ont été obligés de retirer parce qu'il y a eu un appel au boycott qui a été très suivi, et ils ont été obligés de retirer la ligne des vêtements. Enfin, il y a eu de multiples occasions. Exactement. Comme vous décrivez. Alors Target, il faut avoir conscience, c'est une grande marque de supermarché discount aux États-Unis, que c'est une marque qui s'adresse avant et toute chose aux familles.
Donc c'est dans Oui. leur mission hein, d'entreprise. Et le scandale n'est pas venu vraiment de ces maillots de bain aux couleurs LGBT, c'est qu'ils ont créé une ligne de maillots de bain aux couleurs arc-en-ciel pour les enfants et pour les nourrissons. Alors il faut bien comprendre, ce sont des maillots de bain monopièces pour femmes à destination des garçons et des hommes, mais avec la particularité d'être tuck-friendly, qu'on pourrait traduire en français par la possibilité de dissimuler les parties génitales. Et ce sont ces maillots de bain-là en particulier qui ont créé le scandale aux États-Unis. Et là, les familles ont arrêté de se dire c'est Target, c'est fini. Et aujourd'hui, vous avez des actionnaires de Target qui ont attaqué Target en procès, en justice, pour leur dire attendez, vous avez dit que vous étiez pour les familles, je ne suis pas sûr qu'il y ait véritablement correspondance entre les buts recherchés et les moyens pour y parvenir. Et de l'autre côté, Target, vous aviez aussi dans leur rayon une marque qui s'appelle Appralen. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Appralen? Non. Donc c'était une marque qui mettait en avant des vêtements, encore une fois, pour les adultes et pour les enfants, avec pour particularité d'être satanique, c'est-à-dire de dire Satan, enfin de mettre sur les t-shirts, Satan adore les pronoms, Satan respecte les pronoms, Satan aime les LGBT, enfin, etc., etc. Donc ils l'ont aussi retiré parce que c'était pas trop family friendly. D'accord. Voilà. Alors, pour finir cet épisode, franchement passionnant. Merci d'être venu. Ah non, Vraiment, merci à vous, merci à c'était vous. vraiment intéressant. Est-ce qu'on peut, parce qu'on disait tout à l'heure, vous avez très bien dit, les maths dans certaines universités américaines, ils sont arrivés à dire que les maths étaient racistes, ou que la musique classique était raciste, ou l'apprentissage du latin et du grec était raciste, etc. Donc, ils vont loin, ça va loin. En fait, peut-être que dans la vie, tout est une question de curseur, finalement, et d'équilibre et de trouver un juste équilibre. Mais là, en tout cas, ils sont allés très loin. Est-ce que le but caché du wokisme, ça ne serait pas finalement un changement civilisationnel dans lequel on remplacerait la compétence, la méritocratie par une espèce de diversité visuelle qui peut être vue. Et finalement, est-ce que on remplace pas l'universalisme par le racialisme et voilà, et on promeut pas un racisme au nom de l'antiracisme. Enfin, il y a quelque chose comme un oxymore intégré dans la volonté du wokisme. Alors oui, c'est certain que ce qui est important dans une entreprise et ce qui est même un facteur de création de valeur dans les entreprises, c'est la diversité des points de vue. Ce n'est pas la diversité des sexes et ce n'est pas la diversité des mélanines. On pourrait prendre un peu l'analogie dans le monde du football. Vous avez certains racialistes d'extrême gauche qui aimeraient que l'équipe de France de football soit que noire. Vous avez ceux d'extrême droite qui aimeraient que l'équipe de France de football soit que blanche. Et vous avez ce qu'on appelle la gauche et la droite républicaine, qui veut dire ben non, on va faire les quotas, on va faire moitié-moitié, etc. Sur le principe, ce qui compte et ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où les joueurs de l'équipe de France ont un passeport français, c'est qu'on prenne les meilleurs. Exactement. C'est-à-dire la méritocratie. Et ça devrait s'appliquer dans toutes les strates de la société, peu importe les résultats. C'est-à-dire que si vous avez que des noirs ou que des blancs, enfin moi personnellement, je m'en fous à partir du moment où j'ai la conviction qu'on n'a pas discriminé et qu'on les a pris en fonction de leurs compétences. Donc ça devrait être la règle. Le problème, c'est que les woke, ils n'aiment pas cette règle. Parce que comme on l'a dit au tout début du podcast, ils veulent une égalité de résultats. Ou certains, d'autres, peut-être encore plus à l'extrême gauche, encore plus woke, ils veulent carrément une domination. Et donc, qu'est-ce qui va se passer dans les entreprises notamment? C'est qu'on va mettre de côté certains profils qu'on appelle les non-conformistes. Mais vous savez, quand vous avez des réunions de travail dans les entreprises, d'où vient la créativité, d'où vient l'innovation? Elle vient justement de ces profils qu'on appelle les non-conformistes, c'est-à-dire des gens qui vont en challengeant un petit peu ce qui vient d'être dit, faire en sorte que tout le monde remette en cause ses hypothèses. Mais si on les met de côté, ces gens-là, ou si on leur dit « Attends, chaque parole de ta part peut être considérée comme une microagression et tu vas finir au poste de machin », vous avez des cadres qui s'autocensurent. Et donc, vers où est-ce qu'on a… Oui, la performance est vous diminuée. avez des sociétés, on a 1001 exemples dans énormément de sociétés où on voit que les sociétés, le niveau de service commence à baisser, ou la qualité ou l'innovation. Et vous avez on arrive petit à petit vers cette décivilisation, c'est-à-dire qu'on n'est plus… la méritocratie est au cœur de l'éthos capitaliste, c'est au cœur de la prospérité de l'Occident. Donc il faut être gouverné par les meilleurs d'entre nous.
Écoutez, merci infiniment d'être venu me voir aujourd'hui. Et nous, on se retrouve dans un prochain épisode de La vie en rosane. Merci beaucoup. Merci.